D'abord, je remercie Macron pour ses initiatives multiples, centrées sur la Mauritanie. Cela, pour moi, exprime le caractère militant, responsable de cette organisation, composée de jeunes Mauritaniens qui constituent l'avenir de ce pays. Et quelque part, je suis satisfait et moins inquiet par rapport à l'avenir de la Mauritanie. Je remercie également notre frère Ousmane Diagana pour le film qu'il a réalisé et qui, pour moi, constitue un document historique d'une importance capitale que nous devons tous avoir à l'esprit de préserver et de diffuser le plus largement possible parce que c'est un instrument de combat politique et moral pour demain, pour aujourd'hui et demain. Ceci dit, je suis conscient que mon frère Issa Diawara, ancien militant de l'UFP, ait beaucoup de difficultés, plus qu'auparavant, parce que je l'ai connu à l'UFP, aussi très convaincant. À l'UFP, effectivement, il était très convaincant. Je n'ai pas retrouvé en lui aujourd'hui cet élan, cette pugnacité pour essayer de convaincre. Et je le comprends parce que ce n'est pas très facile de défendre le bilan de Ould Abdelaziz. Mais avant d'y venir, je voudrais quand même faire un peu quelques précisions, apporter quelques précisions. C'est que moi, je ne suis pas là pour parler au nom du FNDU. Il faut que cela soit clair. Le FNDU est formé d'organisations politiques, de partis politiques, de syndicats, de personnalités indépendantes de la société civile. Ils ont leur représentation à Nouakchott. Ici, il y a les partis composant le FNDU, dont l'UFP. Par conséquent, ce que je dis ici ne concerne ou ne pourrait éventuellement concerner que la position de l'UFP. Je dis bien éventuellement et à l'occasion, je préciserai lorsque je parlerai à mon propre nom et non d'ailleurs au nom de l'UFP. Et je souhaite aussi que ce que je dirai ici soit exactement traduit dans les rendus de cette rencontre d'aujourd'hui. Deuxième précision, je crois que, et vous avez tous compris, que, comme on dit, les mots sont comme des pièces de monnaie. Plus on en use, plus l'effigie disparaît. Quand M. Diawara me dit que Ould Abdelaziz est venu en 2008 et a voulu dialoguer, bon, je ne comprends pas comment peut-on dialoguer avec un coup d'État. Ben, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il dit qu'il est venu en 2008 et il a voulu dialoguer avec l'opposition qui n'a pas accepté. Mais je pense qu'il est logique qu'une opposition démocratique qui veut, en tout cas, édifier un avenir meilleur pour la Mauritanie, réconcilier avec elle-même, après tout ce qu'elle a connu, avec un début de lumière, enfin, un début d'une petite lumière qui commençait à jaillir avec l'élection pour la première fois, et Diagana l'a dit, d'un président démocratiquement élu avec Cheiroul Cheikh Abdallah, avec surtout, et que nous avions d'ailleurs combattu parce que c'était le candidat des militaires, parce qu'il faut être franc, mais qui effectivement a compris la gravité dans laquelle se trouve le pays et qui a compris qu'il fallait effectivement prendre un certain nombre de mesures radicales, notamment le retour des déportés, notamment la criminalisation de l'esclavage et notamment la formation d'un gouvernement d'union nationale pour faire face aux difficultés que traverse le pays.
Et c'est à la suite de cela qu'il y a eu un putsch, que lui, il appelle un coup d'État, qu'il appelle rectification. Alors, rectification de quoi? Rectification, effectivement, des mesures qui ont été prises par ou le Cheikh Mohamed ou le Cheikh Abdallah, et si ou le Cheikh, bref, vous avez compris. Alors, parce qu'on sait très bien, et c'est là où je crois que tout le monde doit être attentif, on sait que Ould Abdelaziz, comme Maouya, sont les gardiens d'un système qui est bâti sur l'exclusion. D'abord, l'exclusion des Noirs, l'exclusion des Haratines, ou en tout cas la réduction, le maintien de cette catégorie de population, 50% environ, dans l'état d'asservissement, l'exclusion de tous les Noirs. On a vu effectivement les événements, le film vient de le montrer. Et lorsque le président a voulu ramener les déportés, on a dit, mais attention, on est en train de ramener les Sénégalais. Donc c'est toutes ces mesures extrêmement, à mon avis, judicieuses pour la réconciliation de la Mauritanie. C'est contre toutes ces mesures qu'il y a eu le coup d'État de 2008. Donc le renforcement, le retour à la situation antérieure, un système oppressif, un système d'exclusion et un système ramené à une nationalité qui effectivement a le monopole du pouvoir et de tous les pouvoirs, je dirais, financiers, économiques, culturels, politiques du pays. C'est ça, Aziz, ce n'est rien d'autre que le produit d'un système qu'il veut à tout prix conserver parce que c'est sa mission. Et donc, je comprends bien qu'Issa Diawara soit absolument très gêné par rapport à ça. Et c'est tout à fait normal. Alors, pour revenir à la question qui m'a été posée, est-ce qu'il faut avoir confiance à Aziz? Le problème n'est pas une question de confiance. En politique, il n'y a pas de confiance qui se pose. Ce n'est pas là le problème. Le problème est de savoir si nous, opposition politique aujourd'hui, voulons faire en sorte qu'il y ait un minimum incompressible pour alléger la souffrance du peuple mauritanien et pour effectivement lancer un processus de démocratisation dans ce pays-là. Est-ce que l'opposition, assez responsable, veut obliger plus ou moins le président en créant les rapports de force suffisants pour que la Mauritanie ne sombre pas? Parce que ce que vous ne comprenez pas, vous l'UPR, ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'en réalité, la Mauritanie est au bord du gouffre plus que jamais. On n'a jamais vu auparavant des revendications aussi identitaires fortes. Les Soninké ont leurs propres revendications en tant que Soninké. Les Halpulaar l'avaient fait avec le manifeste de 1986. Les Wolofs l'ont fait. Ainsi de suite, ainsi de suite. Les Arabes l'ont fait. Mais c'est-à-dire, la Mauritanie, c'est quoi? Aujourd'hui, elle n'existe plus en tant que nation. Mais c'est une Mauritanie segmentée avec des revendications identitaires. Il n'y a plus d'État-nation parce que tout simplement, tout ce qui a été jusqu'ici fait va à l'encontre d'une consolidation de l'unité nationale. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il est extrêmement important aujourd'hui que nous prenions conscience que la Mauritanie est au bord du gouffre. C'est la raison pour laquelle cette opposition dit, parce qu'elle est responsable, parce qu'elle est consciente des dangers qui guettent ce pays, qu'elle est prête effectivement à dialoguer, mais pas à n'importe quel prix. Et c'est la question qu'elle avait posée lors des élections présidentielles en disant nous voulons aller aux élections mais on ne va pas aux élections à n'importe quel prix. Elle n'a pas été aux élections, elle l'a boycotté. Donc cette opposition ne dialogue pas pour avoir des postes, elle ne dialogue pas pour elle-même, elle dialogue pour l'intérêt du pays. Et c'est la raison pour laquelle
Lorsque Ould Abdelaziz est allé tout seul, bon, qu'il est 80-90%, ça, c'est pas étonnant. D'ailleurs, j'étais en 89, lorsqu'on faisait ici, lorsqu'on était là, j'étais avec Baba Ould-Jidou qui était là, on était à la direction de campagne de l'opposition, de FNDD, représenté par Messeoud Boulkaïr. Ben, on savait que le 19, je ne sais pas, le 18, c'était un samedi, à 16 h de l'après-midi, j'ai eu un coup de fil me disant, de toutes les façons, les élections sont jouées, vous aurez 18%, Ahmed Dada aura 11 ou 12%, et puis le reste, c'est le président. Ben, ça, je le savais, moi. C'est pas étonnant. Et d'ailleurs, un député, membre de la commission de l'Assemblée nationale, président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, dira par la suite que les élections ont été faites à l'ambassade de France en Mauritanie. Ce n'est pas non plus étonnant, parce qu'Aziz, c'était le candidat de la France, parce qu'il avait vendu ce qu'il est incapable de faire. 1, bien sûr, assurer l'unité nationale. 2, lutter contre le terrorisme. 3, lutter contre l'immigration clandestine, pour laquelle d'ailleurs il a eu énormément de sous à Nouadhibou, ce qui fait que tous les négro-africains qui viennent de l'Afrique subsaharienne sont parqués à Nouadhibou dans des conditions inacceptables. À mon avis, voilà ce qu'est le président Ould Abdelaziz, que M. Diawara Issa veut défendre aujourd'hui ici, avec, à mon avis, pas du tout, sans aucune conviction. Et ça, je te comprends parfaitement, mon cher ami. Je te plains d'ailleurs, parce que tu n'es pas dans une situation très, très confortable. Donc, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que nous ne dialoguons pas pour le pouvoir, nous dialoguons pour, faire en sorte qu'aujourd'hui, les préalables dont tu parlais, nous avions effectivement dit que nous ne dialoguons pas dans le contexte actuel où effectivement on a remis en cause l'existence du floron de sel que nous avions, le Front National, la SNIM, que le pouvoir avait dit nous ne dialoguerons jamais. Ça a été piloté par la présidente de la République. Et l'opposition ayant compris cela en a fait un enjeu politique. Et la preuve, c'est qu'effectivement, il a cédé, et c'est la raison pour laquelle il va aujourd'hui la queue dans ce dialogue-là. Parce qu'il a compris quoi? Qu'il fallait qu'il dialogue. Il a compris que sans l'opposition, il est perdu. Et aujourd'hui, lui, il est conscient de la situation dans laquelle il est. Mais seulement, le problème, c'est que si aujourd'hui il arrivait quelque chose, lui, il est en tout cas préservé de l'essentiel pour le reste de son existence, parce qu'il a pillé tous les deniers du pays. Parce que de 2010, pour ne parler que la SNIM, à 2014, 198 milliards de dollars que la SNIM a versé au gouvernement. Où sont ces 198 milliards de dollars? On ne sait pas, sans compter ce que tu sais toi-même. Parce que bon, on sait tous les deux. Hein? On sait tous les deux. Sans compter en réalité toute la gabégie et tous les fonds détournés à l'extérieur. Donc Aziz, lui, aujourd'hui, qu'est-ce qui lui arriverait s'il a quelque chose en Mauritanie? Ben, rien du tout. Il sera comme Maouya, il sera comme Ben Ali, comme les autres dictateurs, il sera peut-être à l'extérieur, avec sa famille, avec tous les honneurs. Alors que le peuple mauritanien, lui, reste dans sa souffrance. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons dire aujourd'hui à l'ensemble des Mauritaniens qu'il est indispensable que tout le monde se mobilise, que tout le monde crée un rapport de force suffisant pour que le pouvoir puisse accepter aujourd'hui, de libérer les prisonniers politiques. Par exemple, je ne comprends absolument pas qu'on ait arrêté les Birane, alors que dans le même temps, on ait voté une loi criminalisant bien sûr l'esclavage, mais bien sûr, on a bien compris que tout cela n'est rien d'autre que, comment dirais-je, une consommation pour l'extérieur. Parce que tout ce qui est fait en Mauritanie, c'est une consommation en direction de l'extérieur. La criminalisation de l'esclavage par Ould Abdelaziz n'a aucun sens. On vote une loi en même temps qu'on arrête les principaux défenseurs contre l'esclavage. Ça n'a pas tellement de sens. Et puis en plus, c'est un projet de loi. Mais tout de même, j'espère que s'il n'y a pas d'amendement, c'est un projet de loi en recul par rapport à la loi de 2007. Pourquoi? Parce que les organisations qui pourraient éventuellement se porter, comment dirais-je,
partie civile pour la défense, pour la poursuite des criminels, comment dirais-je, de l'esclavage, des crimes de l'esclavage, ben, il faudrait qu'ils aient existé au moins 5 ans avant les faits. Mais exister comment? Exister juridiquement. Cela veut dire quoi? Que le pouvoir est accepté. Donc on acceptera bien sûr une association lorsqu'on juge qu'elle n'est pas trop dérangeante. Donc tout cela, à mon avis, ce n'est qu'une poudre aux yeux pour l'opinion internationale. Je l'ai toujours dit, la constitution dont vous parlez ici tout à l'heure, qui reconnaît la multiculturalité de la Mauritanie, ça aussi c'est une consommation extérieure. Mais ce que tu n'as pas certainement vu, parce que peut-être ça ne t'intéresse pas, mais ça devrait t'intéresser, parce que nous sommes au fond, toi et moi, au-delà peut-être du fait que tu es de l'UPR, nous sommes logés à la même enseigne, de toute façon, il faut que tu comprennes ça. Et je pense que, pourquoi je dis à tout le monde, il faut prendre conscience que nous sommes tous logés aujourd'hui à la même enseigne, même si tu es à l'UPR, qu'est-ce que tu peux espérer? Avoir un poste ministériel pour 6 mois? Bon, voilà, et puis après c'est fini. Bon, le problème n'est pas là. Donc, ce qu'il faudrait qu'on voit, c'est l'avenir de ce pays-là. Parce qu'il est évident que de la résolution des problèmes de fond dépendra l'existence de la Mauritanie. C'est clair. Par exemple, dans le préambule de la Constitution, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, bien sûr, que la Mauritanie est un pays islamique, reconnaît donc les grands principes islamiques. La Mauritanie, deuxièmement, reconnaît les principes qui découlent des accords internationaux, notamment de la Convention internationale de 1948 des Nations Unies, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 81. Mais le problème, on sait très bien que c'est sur cette base-là qu'on condamne effectivement les gens pour apostasie. Par rapport à quoi? Sur quel fondement? Sur le fondement des principes de l'islam. C'est tout. Donc cela veut dire qu'au fond, finalement, la Convention internationale de 1948, ce n'est qu'un décor. La Charte africaine, ce n'est qu'un décor. Les autres conventions internationales ne sont que des décors. C'est une constitution catalogue. Elle est destinée tout simplement aux touristes extérieurs, donc à la consommation extérieure. Ça, il faut absolument le savoir. Et lorsqu'on dit que dans le préambule, effectivement qu'on reconnaît le caractère multinational, on dit que les autres, la langue arabe, c'est la langue officielle et là c'est la langue nationale. On dit que les autres langues, Pulaar, Soninké, Wolof, font partie du patrimoine de chaque Mauritanien. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Un patrimoine culturel, un patrimoine immobilier. Un patrimoine immobilier, c'est quoi ça? Et là, à mon avis, c'est un traitement discriminatoire illégal. Parce que pourquoi on ne reconnaît pas aujourd'hui que le Soninké, le Pulaar, le Wolof et le Bambara sont des langues nationales et officielles? Parce qu'en réalité, ça n'a pas été dit dans la Constitution. Donc cela veut dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que ça induit? Ça induit que ce n'est tout simplement qu'un constat, mais il n'y a aucune valeur juridique qui peut être induite de cette formulation qui n'est qu'un constat. Mais alors, quand on dit que l'arabe est une langue nationale, officielle et nationale, elle induit des obligations. Cela veut dire qu'effectivement, on peut travailler dans l'administration, d'ailleurs tout est arabisé maintenant, dans l'administration on y travaille avec, on peut effectivement parler cette langue dans toutes les instances officielles, nationales et internationales, parce que c'est une langue officielle et nationale, alors que le Soninké, alors que le Halpulaar, ce ne sont pas de langues officielles reconnues comme étant telles. Et là, effectivement, on voit encore qu'il y a une ségrégation qui persiste, qui existe, qui perdure. Et il appartient donc à l'ensemble des Mauritaniens, conscients des menaces qui pèsent sur ces pays, aujourd'hui de faire en sorte qu'on dégage ce type-là. Par quels moyens? Par tous les moyens, y compris par la négociation. De toutes les façons, nous, on dit qu'on va négocier avec lui. Mais nous avons effectivement un certain nombre de conditions à poser. Je crois qu'il faut comprendre qu'on ne discute pas qu'avec ses amis, sinon on discute avec personne. Si on dit on dialogue, c'est parce qu'effectivement, on est en désaccord. Maintenant, on essaie de trouver tout simplement les moyens, au moins d'arrondir les angles sur un certain nombre de problèmes qui sont essentiels, qui sont fondamentaux. Maintenant, il appartiendra à l'opposition de préparer l'alternance
par d'autres biais, parce que cette négociation-là, elle ne pourra pas aboutir sur l'alternance, pas du tout. Et ce que nous ne voulons pas aujourd'hui, c'est qu'effectivement, contrairement à ce que d'autres pensent, on ne veut pas aujourd'hui qu'il y ait un putsch militaire, parce que nous sommes toujours contre les putsch militaires. Mais ça peut arriver. Mais par qui? Peut-être par un pire encore. Et nous ne voulons pas de cela. Nous voulons qu'Aziz accomplisse son mandat et qu'il dégage une bonne fois pour toutes. Et il ne faut pas, parce que j'entends, j'écoute ici et là, et je regarde quelquefois aussi, bien sûr, les articles qui sont publiés dans le net, qu'il pourrait réviser la Constitution, qu'il pourrait faire appel au référendum. La Constitution est claire, l'article 28, qui dit que 27-28, il a un mandat de 5 ans et le mandat n'est pas renouvelable. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout c'est simple pour les étudiants de première année de droit. Le seul fait de déposer, de prendre un décret présidentiel pour convoquer un collège électoral en vue d'un référendum modificatif de la Constitution est illégal. C'est une autre trahison, tout simplement. Donc, au fond, ici, il y a le texte, il y a l'esprit du texte. Et le texte et l'esprit du texte interdisent absolument toute modification de la Constitution. Il ne s'agit même pas du référendum. C'est avant même le référendum, parce que il faut... Je suis un peu déformé, je fais un peu du droit, mais lorsque un président de la République convoque un collège électoral en vue d'un référendum pour modifier la Constitution, cela veut dire que le décret lui-même est illégal, parce qu'il a en vue, bien sûr, de convoquer encore un collège électoral pour modifier la Constitution. Donc cela veut dire que dans l'esprit de la Constitution, le décret est anticonstitutionnel ou inconstitutionnel comme vous voudrez. Je ne parle même pas de référendum pour savoir si le peuple est souverain ou pas. La Constitution parle de souveraineté nationale qui appartient au peuple. Ça, c'était une copie de l'article 3 de la Constitution de 58 que j'enseigne depuis 1990. Donc, je sais dont je parle, au moins sur ce point-là précis. Donc, c'est la raison pour laquelle je crois qu'il n'y a pas de tergiversation possible. Ça ne se discute même pas. Les décrets, lorsqu'il prendra un décret, il viole la Constitution. Et lorsqu'il prend ce décret-là, on peut l'accuser de forfaiture, de haute trahison. C'est tout. Et il appartiendra aux Mauritaniens d'être absolument vigilants sur cela. Donc, nous, on ne négocie pas pour effectivement un gouvernement d'union nationale pour obtenir quoi que ce soit. On négocie éventuellement, pourquoi pas, pour qu'il y ait des élections, parce que lui, il veut les élections législatives, les élections municipales, il veut revenir sur ça. Ben, s'il est d'accord sur ça, pourquoi pas? Ça, c'est son problème. Nous, on ne lui a rien demandé après. C'est lui qui veut. Et donc, l'initiative vient de lui. Et pourquoi? Bien sûr, on sait pourquoi. Peut-être il veut, pourquoi drainer les négociations pour 2 ans, pour éventuellement remettre son mandat en cause, pour pouvoir se représenter. C'est clair. Là encore, l'article 28 est clair. Un mandat, il est élu une fois, il n'est pas rééligible 2 fois. Donc, cela veut dire, c'est clair. Il a eu 2 mandats. Il a été une fois en 2009, réélu une 2e fois l'année dernière. C'est terminé. Quelle que soit la situation, s'il démissionne, cela veut dire qu'il raccourcit son mandat. C'est bien, c'est une preuve de bonne volonté. Peut-être qu'il a assez suffisamment amassé, et en tout cas détourné suffisamment les biens du peuple mauritanien pour vivre à l'extérieur, mais ça c'est son problème. Mais en tout cas, il n'y a pas possibilité pour lui de se représenter, en tout cas une autre fois, en tout cas une fois plus. C'est ça. Donc c'est clair. Donc pour simplement être peut-être plus précis, il faut que l'on comprenne qu'aujourd'hui, au-delà des polémiques, et c'est à quoi je vous invite tous, c'est que nous réfléchissions ensemble, ici et là-bas, sur le destin de ce pays qui nous est tout cher au-delà de nos divergences. Parce qu'il faut que nous comprenions que Ould Abdelaziz a fini. Ce qu'il faut que nous comprenions, c'est qu'il faut que la Mauritanie se ressaisisse. Et pour qu'elle puisse se ressaisir, il faut que nous, ici et là-bas, que nous soyons suffisamment déterminés pour faire en sorte que demain, dans ce pays, il y ait un véritable changement et qu'il y ait un nouvel espoir qui se dégage. Et ça, je crois que ça ne dépend pas seulement des partis politiques, mais ça dépend de la société civile. Parce qu'au fond, on dit que les gouvernements n'ont que les pays n'ont que les gouvernements qu'ils méritent. C'est pas toujours, mais souvent c'est le cas, souvent c'est vrai. Moi, on m'avait dit ça une fois,
parce qu'on me posait une question sur Bokassa, en me disant comment ça se fait que en Afrique, on a des gens comme Bokassa, comme Idi Amin Dada. Je ne savais pas quoi répondre. C'était un peu choquant, d'autant plus c'était des Français qui m'avaient posé la question lors d'une conférence. Je leur ai dit que de toute façon, si c'est pour dire que les peuples n'ont que les dirigeants qu'ils méritent, il y a un hiatus, ou il y a une incompréhension, parce que Idi Amin Dada, pour nous, ce n'est pas le produit du peuple ougandais. Comment dire, Bokassa, ce n'est pas le produit du peuple centrafricain, mais c'est le produit et de la Grande-Bretagne et du génie français, que nous pensions en tout cas pouvoir avoir autre chose à nous proposer que ces dirigeants-là. Mais il est clair que les peuples n'ont que les dirigeants qu'ils méritent. Par conséquent, nous devons absolument être conscients que l'avenir, que le changement dépend de nous tous. Pas seulement de ceux qui sont là-bas, mais également de nous ici. Il faut aussi que cette diaspora-là, que nous qui sommes à l'extérieur, que nous puissions effectivement avoir une voix au chapitre, que nous puissions nous organiser en rapport avec ce qu'il y a à l'intérieur du pays pour effectivement peser, dire voilà ce que nous pensons et que nous allions dans la même direction. Parce que je pense que nous devons regarder dans la même direction parce que nous sommes menacés dans notre propre existence tous. Et c'est la raison pour laquelle je pense que l'organisation de cette conférence, les échanges qui vont avoir lieu, doivent pouvoir nous édifier tous, mais dans une même direction, dans la direction de faire en sorte que demain, la Mauritanie soit plus ce qu'elle est aujourd'hui. Merci.